Mesdames et messieurs, bonjour. Associations et fondations à l'horizon 2020 vers un nouveau contrat social avec un point d'interrogation. Voilà ce que nous allons essayer de traiter à cette tribune aujourd'hui devant vous. Je me présente, Hugues Sibyl, je suis vice-président du Crédit Coopératif et président de l'Avise. Le Crédit Coopératif est partenaire du Forum depuis sa création, avec d'autres. Je salue en particulier Agnès Bricard, qui est la présidente de l'Ordre des experts comptables, qui est depuis longtemps partenaire de ce forum. Nous avons 1h45 pour esquisser, parce qu'en 1h45, sur des sujets aussi compliqués, ce n'est pas évident, pour esquisser des pistes pour 2020 pour les associations. Et ensuite, nous aurons l'intervention du ministre Luc Châtel. Pourquoi se projeter vers l'avenir en 2020? Parce que le monde associatif bouge beaucoup et surtout autour de lui, le monde bouge beaucoup. Les entreprises, les territoires font depuis longtemps des exercices de prospective. Il est normal que le monde associatif le fasse. Et vous allez voir qu'il y a des travaux à l'heure actuelle fort intéressants, en particulier initiés par la Fonda, qui sont en train de rechercher ces pistes de l'avenir à horizon 2020. Pour moi, la réussite d'un projet associatif repose sur 3 pieds qui vont changer d'ici 2020. Et nous allons essayer de regarder comment. D'abord, il faut un projet d'utilité sociale clair. Or, comment sera prise en charge l'utilité sociale en 2020 ? Qu'attendent les citoyens, qu'attendent les pouvoirs publics pour cette utilité sociale? Deuxièmement, il faut un modèle économique pérenne. Mais qu'est-ce que seront les finances publiques en 2020 et qui contribuent sensiblement au financement associatif? Donc, qui financera le budget associatif français, dont je rappelle qu'il est aujourd'hui de 70 milliards d'euros? Enfin, troisième élément de la réussite, c'est une gouvernance efficace qui associe des bénévoles, des salariés. Et qu'en sera-t-il en 2020, en particulier sur les problématiques du bénévolat et de l'emploi? Voilà. Ces thèmes donc, sont des thèmes sur lesquels un certain nombre de gens travaillent aujourd'hui. Je vous invite à vous reporter au supplément du Monde Association qui en parle. Je vous invite à aller également sur le site de la Fonda pour voir les travaux en cours, et puis d'autres, parce que nous n'allons pas épuiser le sujet aujourd'hui. Nous allons avoir 3 temps. Le premier temps, les grandes questions à l'horizon 2020, avec une intervention centrale de Viviane Tchernonog qui va, en tant que chercheuse sur ces sujets depuis fort longtemps, nous cadrer cette question de 2020, chargée de recherche au CNRS, puis les réactions de la CPCA, de la Fonda et de la Fondation de France. Ce sera le temps du cadrage. Nous aurons 2 agrandissements ensuite sur l'emploi associatif à horizon 2020 et les relations associations-entreprises à horizon 2020. Puis une phase de conclusion et l'intervention du ministre. Voilà, tout ça donc va être assez scandé, donc j'invite les intervenants que je ne présente pas tout de suite, je les présenterai au fur et à mesure pour gagner un peu de temps, à être ramassés et concis dans leurs interventions et j'y veillerai. Je vais donc sans plus tarder demander à Viviane Tchernonog d'aller au pupitre et en moins de 10 minutes de nous dire, avec les travaux en cours, qu'est-ce qu'elle souhaite faire passer à cette salle sur les enjeux des associations en 2020. C'est plus David qu'il faut que tu demandes. Alors, je suis très, très heureuse et très honorée de vous présenter une enquête auprès des acteurs associatifs, mais qui a été réalisée par un groupe de travail de la Fonda sous la présidence très active de Jacqueline Mangin, qui est avec nous. Le secteur associatif a connu dans les dernières années, nous le voyons tous, nous le savons tous, d'importantes modifications et les perspectives apparaissent aujourd'hui très difficiles. Les défis à relever sont nombreux et c'est dans ce contexte que la Fonda a souhaité consulter les acteurs associatifs pour repérer à la fois la vision qu'ils avaient de leurs difficultés actuelles et la vision qu'ils avaient de leur avenir, de l'avenir du monde associatif à un horizon 2020. Alors, acteurs associatifs, qu'est-ce qu'on entend par là? Acteurs, ce sont les personnes qui agissent dans l'association, puisqu'il y a sinon d'autres publics en contact avec les associations.
Alors, l'enquête a porté sur un échantillon de 1300 acteurs associatifs, c'est-à-dire composés pour un tiers de dirigeants bénévoles, pour un tiers des salariés d'associations et pour un tiers de bénévoles et militants. L'échantillon constitué est assez solide et présente suffisamment de qualité pour qu'on puisse en tirer un certain nombre d'analyses sérieuses. Alors, d'abord, comment les acteurs associatifs perçoivent-ils l'impact de l'environnement extérieur sur l'évolution des associations à l'échelon 2020 ? Les acteurs ont très bien intégré l'impact de toutes les difficultés économiques et sociales que connaît actuellement le pays, la crise économique, les déficits publics, la persistance du chômage sont relevés par plus de 4/5 des acteurs comme déterminantes pour l'évolution des associations. Par contre, les acteurs ont exprimé un certain scepticisme sur un certain nombre d'évolutions sociétales positives qui pourraient bénéficier au secteur, vraisemblablement parce que ces évolutions prennent un certain temps pour donner une empreinte au secteur et qu'ils sont pris par l'immédiateté de leurs soucis. Une exception tout de même, la volonté croissante d'engagement des citoyens, qui est très bien perçue par tous les acteurs associatifs aux différents niveaux et qui constitue, selon les acteurs, un atout très sérieux pour l'avenir. Alors, pour affronter les défis à venir, les acteurs estiment que le secteur associatif dispose d'atouts qui sont très importants. Leur proximité avec les populations, bien sûr, la spécificité de leur action qui est marquée par la présence de personnes engagées, leur capacité à détecter rapidement les problèmes émergents, à explorer des solutions inventives, à alerter les pouvoirs publics et de manière à faire évoluer les choses. Et ils apprécient aussi la présence de salariés qui sont très motivés par les questions d'intérêt général et d'utilité sociale. Ils apparaissent en revanche plus réservés sur un certain nombre de sujets qui constituent autant de faiblesses du secteur. Alors, les faiblesses dans l'ordre de l'adhésion des acteurs associatifs aux différents items proposés. Première grosse faiblesse du secteur, l'insuffisance des ressources propres qui est considérée comme un handicap majeur par plus de 90% des acteurs qui ont été consultés. Deuxième grande faiblesse, l'emploi salarié, jugé trop précaire, mal reconnu, insuffisamment rémunéré. Ceci par à peu près 4/5 des acteurs qui considèrent que cette situation de l'emploi salarié constitue un frein à la professionnalisation qui est pourtant nécessaire du secteur associatif. Troisième grand type de fragilité, les modalités de la gouvernance qui sont critiquées à plusieurs niveaux. Les acteurs reprochent aux associations de ne pas savoir globalement renouveler leur organisation et leur gouvernance, un pouvoir souvent trop peu partagé au sein de l'association, et une insuffisante représentation de différentes catégories sociales dans les structures dirigeantes, les femmes, les jeunes, les classes populaires, les personnes issues de la diversité. Alors, quelles évolutions vers 2020 quelles associations le secteur des acteurs s'attend-il à voir en 2020 ? Alors, d'abord, sur les types d'associations. Les petites associations organisées autour de la vie du quartier, les petites militantes, sportives, culturelles, de vie sociale, resteront de l'avis de la grande majorité des acteurs, toujours très nombreuses en 2020. Ils sont moins nombreux, environ 60%, à estimer que les phénomènes de concurrence pourraient, comme on le craint souvent, conduire à une baisse significative du nombre d'associations moyennes pour laisser surtout la place à de grandes associations instrumentalisées ou qui adopteraient des méthodes de collecte de financement éloignées de leur éthique. Sur les types d'associations, les acteurs perçoivent des évolutions. Les 3/4 d'entre eux estiment que les associations se créeront demain davantage pour conduire une action concrète délimitée dans le temps que pour défendre les grandes causes ou les enjeux de société. Alors, les questions de financement, on les traite très vite ici, bien sûr, mais on les retrouve à tous les niveaux de la consultation.
Plus de 90% des répondants prévoient d'importantes difficultés à venir, avec la baisse des financements publics qui sera encore aggravée par une conjoncture plus économique selon les acteurs dans les années à venir. Ils sont peu nombreux à estimer que le mécénat soutiendra d'une façon significative les associations. Et dans ces conditions, bien sûr, ils estiment que les associations n'auront pas d'autre choix, pas d'autre solution que de s'appuyer sur le développement d'activités marchandes pour trouver les ressources qui sont nécessaires à leur projet. Mais pour autant, et paradoxalement, les acteurs ne considèrent pas vraiment que ce rapprochement du modèle associatif vers le modèle de l'entreprise pourrait être de nature à transformer les spécificités du monde associatif, ni même à déplacer leur public cible vers des publics qui seraient plus solvables, puisqu'appelés à participer davantage financièrement. Le bénévolat. Les acteurs estiment d'une façon générale que le bénévolat va continuer à se développer, mais qu'il subira quelques transformations. Pour le 3/4 des acteurs, le bénévolat va surtout se développer autour d'activités communes, sport, culture, loisirs, et moins fréquemment autour de la solidarité ou de la défense des grandes causes. Les acteurs estiment aussi que les problèmes d'adaptation du bénévolat aux besoins des associations vont persister à l'horizon 2020. En matière d'emploi salarié, une bonne majorité, à peu près 70%, des acteurs associatifs estiment peu probables ou en tout cas faibles les progrès qui pourraient être réalisés dans le domaine de la qualité des emplois salariés. En matière de gouvernance aussi, les acteurs pensent que quelques progrès seront réalisés, mais principalement dans la mixité au sens large du terme des structures dirigeantes et pas du tout dans les autres aspects de gouvernance qu'ils ont considérés comme des fragilités. Les relations avec les pouvoirs publics. Le retrait de l'État semble acté par les 3/4 des répondants à l'enquête, qui estiment que l'État aura désormais un rôle tout à fait marginal dans le partenariat avec le monde associatif et que ce partenariat deviendra désormais tout à fait local. Mais surtout, un acteur sur deux, ce qui est moins que les autres ratios, mais tout de même un chiffre important, un acteur sur deux estime que les pouvoirs publics ne considéreront pas en 2020 les associations comme des partenaires à part entière. Et cette situation sera d'autant plus forte et gênante que le secteur associatif restera divisé et ne parviendra pas à porter une parole commune. Alors voici très schématiquement dessinés les résultats de cette enquête, dont les résultats seront restitués d'une façon très détaillée à l'université d'automne de la Fonda. Excusez-moi. Alors, quelques mots, là, on a restitué le grand socle de réponses, les réponses que partagent la plupart des acteurs associatifs. Mais qui pense quoi? Tout le monde ne pense pas la même chose. Et au-delà de ce socle de réponses, on peut distinguer quelques nuances selon le profil, selon la sociologie des acteurs consultés. En conclusion, donc? Oui, c'est la conclusion, tout à fait. Les femmes apparaissent un peu moins critiques et plus confiantes dans l'avenir que les hommes. Les jeunes et les seniors apparaissent beaucoup plus confiants. Les tranches d'âge actives, notamment 45-65 ans, apparaissent plus inquiets. Et l'inquiétude augmente avec le niveau de formation. Plus on est diplômé, plus on est inquiet. Selon les catégories d'acteurs, les salariés sont certainement ceux qui manifestent le plus d'inquiétude et d'amertume sur les évolutions à venir. Les dirigeants bénévoles ont des avis qui sont souvent plus nuancés, ça dépend des types d'associations dans lesquelles ils se trouvent, mais le sentiment d'inquiétude domine. Et les bénévoles et les militants sont par contre, au contraire, souvent très confiants, même parfois sereins sur les évolutions à venir. Un point très important, c'est que tout de même, l'inquiétude apparaît particulièrement forte dans les associations qui ont recours à l'emploi salarié, qui sont bien sûr dépendantes des financements, et particulièrement les associations du secteur de l'action sociale ont manifesté les plus grandes inquiétudes. Et je finirai par une dernière phrase un petit peu plus optimiste que tout ce que j'ai dit. Le secteur, il s'est jugé avec beaucoup de lucidité, d'ailleurs avec une certaine sévérité comparativement aux sondages qui nous ont été présentés ici. Mais quelles que soient les formes d'inquiétude qu'ils ont manifestées, 4/5 des consultants de l'enquête estiment que le secteur associatif, que les associations auront les capacités de peser sur les transformations futures de la société. Merci. Merci beaucoup, Viviane. On peut l'applaudir.
en ouvrant la suite de nos discussions, je crois que ce climat peut-être d'inquiétude se traduit y compris dans la participation à ce forum, puisqu'il y a 20% de plus que l'année dernière de gens qui participent à ce forum. Je crois qu'on est à 4700 inscrits. Donc c'est bien sûr des interrogations, mais aussi sans doute de votre part qui est devenu ici des inquiétudes. Viviane a été obligée d'être prise par le temps, mais moi il y a quand même 2 chiffres que je vous donne en complément. Le premier, c'est que aujourd'hui l'État financièrement il est passé de 15 à 10% des financements associatifs. Donc ayons en tête que dans notre pays, sur 100 € arrivant dans le monde associatif, il n'y en a plus que 10% qui viennent de l'État. Donc par rapport à une certaine représentation qu'on peut avoir, les choses ont quand même profondément changé. Et que deuxièmement, et ça va être la transition ensuite vers les premiers intervenants, les collectivités locales qui ont pris le relais, aujourd'hui sont en difficulté. Et dans les travaux de Viviane Chandonog, on voit qu'en 2010-2011, les conseils généraux sont à -3, -4% de financement, ce qui fait tout de suite des masses importantes. Donc voilà. Alors je me tourne vers Jacqueline Mangin. Donc Jacqueline, vous avez donc lancé avec la Fonda ces travaux. Et finalement, et on l'entend d'ailleurs un peu dans les médias qui ont couvert ce forum, la question c'est est-ce que le monde associatif est face à des ruptures? C'est-à-dire que ce qui se passe, qui vient d'être décrit, est-ce que ça veut dire que là, dans les 5-6 ans qui viennent, on est devant une évolution ou devant des ruptures, et des ruptures significatives? Et lesquelles et comment les aborder? Merci. Merci. La Fonda a toujours travaillé sur la prospective finalement. On a toujours essayé de se pencher collectivement sur des sujets qui nous apparaissaient devoir être très importants dans les années qui viennent. C'est comme ça qu'il y a longtemps déjà, on avait travaillé sur l'appel aux fonds privés, ce qui n'était pas du tout évident dans le milieu associatif de l'époque. Nous avons travaillé aussi sur les communications au moment où les associations considéraient un peu les médias comme des diables qui allaient pervertir le côté collectif des associations. Donc il nous a semblé aujourd'hui, où en effet l'inquiétude est assez palpable dans pas mal de secteurs associatifs, de se dire il ne faut pas rester dans cette espèce d'inquiétude qui est paralysante, il faut au contraire essayer d'éclairer la route pour voir où ça risque de nous mener et donc que faire. Alors, je voudrais dire qu'il me semble qu'il y a 3 ruptures qui sont déjà produites ou qui sont en train de se produire. La première, elle est de nature bien sûr économique et financière, on en a parlé, mais je voudrais insister sur un autre point. Les associations, pendant toute leur histoire pratiquement, avaient tout à fait conscience d'être partie prenante de l'intérêt général, et quelquefois d'ailleurs seules portant l'intérêt général. Et leur forme d'organisation, qui se fait sans partage de profit, on était dans une espèce de morale associative qui nous positionnait d'une manière différente dans les acteurs de la société. Et quand on a commencé à nous dire que pas du tout, on se rapprochait parfaitement des entreprises, que nous entrions finalement dans la concurrence, beaucoup d'associations qui avaient évidemment des activités économiques sont tombées des nues quelque part. Nous sommes tombés des nues. Comment pouvait-on nous mettre des règles applicables aux entreprises de type capitaliste alors que nous, gratuitement, bénévolement, nous participions d'intérêt général? Or, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une concurrence, malgré nous, et qui se traduit bien évidemment par l'appel à projets, par l'appel d'offres, qui est l'illustration de l'affaire. Or, cet alignement sur le droit commun, on le voit bien déjà aujourd'hui, nous entraîne vers une banalisation. Si on peut entrer en concurrence, ça veut dire qu'on fait des choses similaires à ce que font les entreprises. Et puis, surtout, nous paralyse sur le plan d'innovation. Parce que comment innover quand on doit répondre à des règles préétablies d'appel d'offres, par exemple? Donc ça, c'est la première rupture, c'est l'intérêt général. Voilà.
La deuxième rupture, c'est le rapport à l'État. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est plus grave que simplement la baisse de financement. C'est vraiment la rupture d'un véritable partenariat. Pendant des décennies, les associations ont innové, l'État s'est intéressé à ces innovations, il les a financées bien entendu, mais il les a repris à son compte. Et ainsi, il y a eu un développement pendant des décennies, disons, de partenariats, pas seulement financiers, mais politiques finalement, politiques au sens de la société, du développement de la société, entre les associations et l'État. Et bien maintenant, c'est terminé. L'État ne nous considère plus comme des réparateurs du délitement social, des dégâts causés par d'autres, mais s'est instauré finalement une certaine ignorance, une certaine méfiance même par les pouvoirs publics. Et le troisième défi, qui est tout à fait d'un autre ordre, eh bien, c'est en ce qui concerne les bénévoles et les militants. On parle beaucoup d'individualisme, moi je dirais plutôt personnalisation, mais qui fait que maintenant, les bénévoles et les militants qui viennent dans les associations, ils viennent avec un objectif qui souvent est personnel et qui doit s'insérer dans un collectif. Ils viennent en restreignant leur temps. Ils ont un culte de l'efficacité, par exemple, quand ils nous disent que la réunionnite chez les associations, c'est quand même une perte de temps et ce n'est pas un management suffisant. Ils ont un besoin de reconnaissance de leur action personnelle au sein de l'association. Disons que le collectif est en train de se transformer un peu avec l'arrivée de ces gens plus compétents, plus formés en général, et qui savent parfaitement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ce qui pose sur le plan du management une très grande difficulté, car il y a beaucoup de catégories différentes de bénévoles qui ont des attentes différentes et qui, en plus, doivent travailler avec des salariés. Voilà. Donc, Jacqueline, juste une question. Bon, vous connaissez la vie associative française depuis fort longtemps, vous la suivez. Quand vous avez lancé ce travail à la Fonda, donc il y a quand même eu 1300 personnes qui ont répondu, il y a eu des groupes locaux, donc toute une parole. Est-ce qu'au fond, ce qui apparaît aujourd'hui vous surprend? C'est-à-dire, est-ce que cette remontée du terrain, finalement, c'est à peu près celle que vous avez en tête, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Ce qui nous a surpris, justement, c'est d'abord, finalement, malgré tout, un certain optimisme. Ah. Et ça, tout va mal, mais finalement, voilà. Dans mon association, ça ne va pas forcément si mal que ça. Voilà, et puis, collectivement, dans la société aujourd'hui, les associations ont une importance considérable et ça va continuer. Voilà, ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est cette espèce de... Enfin, il y a deux choses qui m'ont surpris. Un certain regard d'une lucidité sans compromission. Par exemple, quand ils nous disent que la gouvernance des associations, ça ne va pas, que le renouvellement, ça ne va pas, je trouve que là, il y a une lucidité intéressante. En tout cas, c'est des points sur lesquels on peut construire. Et donc, il faut peut-être qu'on fasse attention les uns les autres à ne pas entonner un discours dépressif, trop fort, tout va mal, etc. Alors, je me tourne vers Béatrice Delpech. Donc, Béatrice, vous êtes déléguée générale de la CPCA. Donc, la CPCA, c'est l'organisation représentative des associations au niveau national, conférence permanente des coordinations associatives. D'abord, une petite remarque, même question à Jacqueline Angin. Quand vous avez commencé à voir les résultats de ce travail de la Fonda, est-ce que vous êtes surpris en tant qu'organisation du monde associatif ? Nous, on n'est pas surpris parce que ça correspond quand même à nos préoccupations quotidiennes depuis longtemps. Et on est, comme vient de le dire Jacqueline, assez satisfait de constater qu'il y a une capacité d'analyse et d'autocritique qui est quand même bonne et développée et qui me paraît être un atout très important pour envisager la suite. Alors donc Jacqueline dit de son point de vue 3 ruptures, les a citées. Vous, là c'est un travail d'un think tank, c'est un travail de réflexion. Vous en tant qu'organisation politique représentative, qu'est-ce que vous retenez ça dans votre analyse de représentation du monde associatif à horizon 2020? Quelles sont du coup vos priorités de sujets à mettre en avant pour finalement ne pas faire que subir, parce que réfléchir à 2020, c'est pas simplement de se dire bah, on sera où mais sans rien faire.
il faut peut-être faire des choses. Et donc, vous les voyez comment, ces choses qu'il faut faire? Alors, c'est tout l'intérêt d'avoir le travail d'un laboratoire d'idées qui, par définition, peut prendre un peu plus de hauteur et de recul et une temporalité plus confortable pour examiner les problématiques que ce que nous, on peut faire quotidiennement comme organisation politique. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'avoir un travail d'un laboratoire d'idées qui vient nourrir et soutenir complètement nos champs d'intervention habituels. Donc c'est rassurant, ça veut dire qu'on n'est pas trop en décalage par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Le mouvement associatif organisé travaille sur la promotion du fait associatif pour tout ce que ça a de commun sur les différentes associations, qu'elles soient petites ou grosses, employeurs ou pas employeurs, qu'elles soient du secteur sanitaire et social, l'éducation populaire, le sport, enfin toute la diversité de leur existence. Et on s'aperçoit que les 3 grands sujets qui rencontrent toute cette diversité d'associations, c'est bien effectivement la question de l'engagement des bénévoles, qui est notre identité commune et partagée. Par le fait même d'être des associations, nous mobilisons des bénévoles autour de nos projets collectifs. Une deuxième question autour du financement de nos activités et une troisième question autour du dialogue civil que l'on peut nouer avec la puissance publique. C'est-à-dire précisément les 3 points de rupture que vient d'évoquer Jacqueline rencontrent ces 3 grands champs d'intervention. Donc peut-être pour reprendre par rapport à ces points de rupture, sur la question du financement des associations, la question qui remonte des réponses à l'enquête de la Fonda, c'est bien effectivement comment est-ce qu'on maintient notre capacité d'initiative, et par notre capacité d'initiative, comment est-ce qu'on préserve notre capacité à inventer des solutions innovantes aux besoins qui émergent sur les territoires si on est submergé par le recours systématique à l'appel d'offres. Mais par exemple, la notion de diversification des ressources, ce mot diversification des ressources ne vous fait pas peur? Non, ça ne nous fait pas peur depuis longtemps. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il faut maintenir un niveau de financement public des associations parce que dans ce pays, l'État est garant de l'intérêt général et les associations contribuent à le mettre en œuvre. Mais du coup, il est important qu'il y ait un soutien public aux activités associatives dans la mise en œuvre et le respect de cet intérêt général. Alors après, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut de toute manière pas rester à trépigner sur cette ligne-là. C'est important, c'est un plaidoyer politique, c'est le projet de société qu'on se donne. Il faut du financement public pour les activités associatives, surtout quand elles relèvent de l'intérêt général. Pour autant, évidemment qu'il faut chercher à diversifier les ressources. Alors quand on parle de diversifier les ressources, si on regarde les ressources privées, elles ne sont pas d'ordre très... Il n'y a pas une potentialité d'expansion qui est énorme. Il y a tout ce qui relève de nos cotisations, de nos adhésions, c'est propre à chacun d'entre nous. Tout ce qui relève éventuellement des prestations qu'on vend, et c'est ce que disait très bien Viviane tout à l'heure, le problème de mettre la pression sur les prestations, c'est que petit à petit, on s'adresse à un public solvable et on oublie un public non solvable. Je rappelle d'ailleurs pour la salle, donc 70 milliards de budget, 50 à peu près venant du public, 50 du privé. Aujourd'hui, 1% de financement public en moins, c'est 350 millions. Et 350 millions à aller chercher du côté du mécénat ou des ressources privées, c'est un effort énorme. C'est énorme. Donc il faut bien que tout le monde réfléchisse en disant diversifier, oui, penser qu'il y a une substitution d'un coup. Là, ce serait périlleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste les ressources du mécénat, c'est moins de 5% du budget global des associations. Donc, certes, il y a des marges de progrès, mais ne nous leurrons pas, ça ne va pas compenser cette contraction des financements publics à laquelle nous assistons. C'est ça. Un mot sur l'aspect partenariat avec l'État, parce que Jacqueline Mangin a dit, bon, bien sûr, il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça, finalement. La rupture ou l'inquiétude, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être sur du partenariat. Et ça, c'est important, je pense, pour la CPCA. Donc, quelle est votre position là-dessus? C'est très important. En 2001, on a réussi une action symbolique très forte en faisant signer une charte des engagements réciproques entre l'État et les associations, qui est un cadre conceptuel à ce à quoi peut ressembler un dialogue civil entre la puissance publique et les associations, et donc justement à un cadre pour qu'est-ce que c'est qu'une relation partenariale entre l'État et les associations. Et force est de constater que depuis 2001, je pense qu'on est en nette régression, oui, et que maintenant il va falloir se remettre autour de la table et voir comment est-ce qu'on peut redonner vie à cette charte des engagements réciproques pour reconstruire un partenariat et ne pas être simplement des prestataires ou... Alors, pour m'assurer que tout le monde suit bien à la tribune, je me tourne vers Olivier Vickers. Comme ça va Olivier, il a été pendant longtemps à la direction de l'emploi du ministère, donc un interlocuteur, du moins un interlocuteur ô combien important. Donc, ce qui vient d'être dit sur cette inquiétude, finalement, un peu, l'État se désengage, l'État est moins partenaire, un mot de réaction avec l'expérience qui est la vôtre? Un petit mot, oui. Effectivement, ça fait 20 ans, dans le cadre des politiques de l'emploi et des politiques sociales, je travaille avec les associations donc
J'ai commencé sur l'accueil des demandeurs d'asile, j'ai continué dans le médico-social, les emplois jeunes, on y a créé avec vous Hugues, les DLA et les CNAR, preuve qu'on prenait au sérieux le sujet associatif. Après, j'ai continué avec l'insertion par l'activité économique, les missions locales. Donc du point de vue effectivement d'un technicien de l'État, moi je ne vais pas faire de politique. Finalement, pour l'État, c'est quoi, quand on est en charge d'une politique publique, c'est quoi les choix que nous avons? Alors il y a le premier choix que je vais exclure, c'est ne rien faire. Je vais considérer que c'est un choix que l'État ne fait jamais, parce que ça serait faire de la politique. Donc ensuite, soit on dit, on fait nous-mêmes, formidable, recrutons des fonctionnaires. Alors, puisqu'on se projette dans 2020, je crois que là aussi, sans faire de politique, je pense ça que ne paraît pas aller dans cette direction. Hein, voilà, il me semble. Y compris, je pense que ce qui s'est négocié cette nuit ne nous donne pas ce cap-là. Hein. Voilà, tu as peut-être des informations que je n'ai pas, mais probablement, on va dire que faire soi-même pour l'État, c'est pas devenu très tendance, c'est pas simplement parce que RGPP, pas gentil, inspection, méchant. Non, simplement, effectivement, poids de l'emploi public. Tu évoquais les 10 euros que donne l'État. Sur les 10 euros que donne l'État, il y en a 3 ou 4 d'empruntés depuis 30 ans. Hein. Quand l'État donne 10, il en emprunte 3 ou 4 sur les marchés financiers selon les années. Donc faire soi-même, on voit que c'est pas bien. Alors ce qui reste effectivement, c'est où le marché public, l'appel d'offres. Moi j'en ai fait, l'accompagnement des jeunes des quartiers dans le cadre du plan présidentiel. C'était un marché avec des opérateurs privés de placement. On a eu une association, une mission locale qui a répondu et qu'on a d'ailleurs retenu. Donc on fait appel à un prestataire. Alors l'intérêt du prestataire, c'est qu'en gros vous le bougez un peu comme vous voulez. Hein. Le contrat c'est le marché. Vous lui dites d'aller au nord, il va au nord. Vous lui dites d'aller au sud. Et en gros, c'est pas quelqu'un qui va contester ce que vous lui demandez. Alors, on voit bien que je commence à faire le portrait en creux, en positif et en négatif des associations. Après, vous pouvez faire appel à des associations, soit qu'elles soient déjà là, ce qui arrive. Hein, vous prenez la suite d'une politique publique portée par des associations, ou au contraire, vous essayez de répondre à cette innovation dont vous parliez. Alors, d'un point de vue purement technique, l'avantage d'une association, finalement, et après je m'arrête, je vois que tu es impatiente, c'est qu'effectivement, en principe, l'association, si elle est innovante, comme le rappelait la Fonda, si elle a un projet associatif fort avec une plus-value, elle va être capable de co-construire la politique publique, techniquement ou politiquement, et donc d'apporter une plus-value. Voilà, donc moi je trouve que d'un point de vue purement technique, ce choix il est fondamental. Donc si les associations, mais j'apporte de l'eau à un moulin qui n'est pas tout à fait neuf, se laissent cantonner dans des rôles de gestionnaire, je sais que ça n'est pas simple de ne pas se laisser cantonner dans un rôle de gestionnaire, leur plus-value par rapport à un prestataire se réduit. Donc il faut rester dans le projet, il faut rester dans l'innovation, la proposition, et je confirme l'orientation de cette table ronde, c'est ça qui intéresse dans le contrat en fait. Alors on reviendra sur ce sujet-là avec un exemple concret, c'est le monde associatif dans le secteur des services à la personne. Je reviens vers Béatrice. J'ai quand même été entendu tout à l'heure dans les propos de Viviane Tchernonog qu'elle disait que finalement, elle a écrit cette phrase qui est ce qu'a exprimé finalement le monde associatif, et ceci d'autant plus que le secteur restera divisé et ne parviendra pas à porter une parole commune. Et puis ce problème de regroupement finalement, c'est-à-dire de se faire entendre. Donc comment vous voyez un peu ça, parce que c'est un enjeu si vous voulez porter une parole, défendre un certain nombre d'objectifs avec l'État, avec les collectivités locales, avec d'autres, comment vous voyez évoluer cette capacité d'une parole associative un petit peu globale, un petit peu nationale? C'est vrai que la tendance est plutôt à la mise en concurrence, notamment sur l'accès au financement. Je pense qu'aux acteurs associatifs incombe la responsabilité de ne pas se laisser enfermer dans cette mise en concurrence et donc de faire l'effort de se regrouper, de se fédérer, de se coordonner pour porter un message collectif dès lors qu'un certain nombre d'intérêts sont partagés par tous. Donc notre organisation du secteur associatif par grands secteurs d'activité, elle est pertinente pour créer de l'intelligence collective sur des domaines partagés et pour avoir une interlocution directe avec des ministres qui sont en charge des questions qui sont traitées par les associations. Mais au-delà de cette organisation en miroir de l'État et verticale sur des champs d'activité, je crois qu'on a plus que jamais besoin, dans la période de mutation profonde que nous sommes en train de rencontrer, d'avoir une parole transversale à tous les secteurs qui soient fortes et qui soient coordonnées. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité, acteurs associatifs, de faire en sorte de la nourrir, de la porter, et que chacun ne joue pas son jeu dans son coin, dans son secteur, mais soit bien en capacité de partager ces grands enjeux communs. D'accord. Alors donc, vous voyez, monde associatif, 3 ruptures, finalement un certain optimisme quand même, des enjeux de partenariat. Donc on a souhaité que dans ce tour de table à Horizon 2020, le monde des fondations apparaisse, puisque finalement, ce n'est pas du tout 2 univers séparés. Les fondations financent en partie les associations. Il s'est créé dans la dernière période des fonds de dotation. On voit d'ailleurs qu'en termes de courbe d'évolution, il y a une courbe plutôt croissante dans le monde des fondations
et des fonds de dotation. Et donc il nous a paru intéressant d'avoir en contrepoint de cette évolution des associations, qu'en est-il des fondations? Au passage, je signale pour ceux qui s'intéressent que Ernst & Young, qui est aussi partenaire de ce forum, sort un panorama 2011 des fondations d'entreprise et des fonds de dotation, et que la Fondation de France, donc représentée par son directeur général Francis Charon, produit des travaux remarquables et réguliers, donc ça permet de suivre des évolutions des fondations. Alors, quid des fondations et fonds de dotation à horizon 2020? Écoutez, bonjour. La Fondation a trouvé une nouvelle jeunesse après les lois fiscales de 2003 et les lois de présentation des fondations qui rentrent dans le domaine de l'intérêt général. L'évolution a été de 1100 fondations en 2001, aujourd'hui à 2200 fondations et fonds de dotation. Donc vous voyez une croissance très importante. Avec notamment les fonds de dotation dans ce chiffre. Avec la grosse masse des créations, c'est les fonds de dotation. Avec les fonds de dotation qui sont une nouvelle catégorie, encore mal cernée parce qu'elle date d'il y a 2 ans. Il y en a 5, en tout cas ça répond à un besoin puisqu'il y en a presque 600 qui se sont créés et ça continue. Toutes n'ont pas des fonds. Mais les deux dispositifs, c'est contrairement aux associations, c'est des affectations de patrimoine. Donc c'est des gens qui viennent, qui apportent de l'argent pour faire quelque chose. Ce n'est pas un regroupement de personnes, c'est ce qui tranche. Bon, alors maintenant, les fondations dans cet univers est assez important. Alors, on pose les associations en 2020, je vais être un peu provocatif, les associations en 2012 et 2013. La question du financement est cruciale, c'est-à-dire que l'État recule sur un certain nombre de points. Il y a une chose sur laquelle il faut se battre et sur laquelle il ne faut pas qu'il recule, c'est la défiscalisation qui est actuellement une des meilleures du monde. Donc il ne faut pas demander plus, mais il faut surtout demander qu'on n'ait pas moins. C'est absolument fondamental parce que le passage de certaines choses de l'État aux fondations peut se faire. Alors, les fondations... Disons que là-dessus, France Générosité, auquel la Fondation de France adhère et d'autres, le Secours catholique qui est à cette table, joue un rôle de veille pour que effectivement la fiscalité reste favorable oui, à ce point de vue-là. C'est un travail de chacun, ce n'est pas une niche fiscale, il faut le montrer, etc. Ça va être une bataille, il faudra la faire. Mais les fondations, c'est quand même 450, mettons 500 millions de distributions annuelles. Parce que vous avez les fondations opérateurs, celles-là, elles font tourner des établissements, puis des fondations de distribution. 500 millions, c'est pas beaucoup. Je vous rappelle, le budget associatif français global, c'est 70 milliards. Donc mettez en regard voilà. 500 millions et 70 milliards. Alors, plusieurs choses. Premièrement, les fondations, on n'est pas des banquiers. Les banquiers s'en réjouissent d'entendre... On n'est pas des banquiers, c'est-à-dire c'est pas un guichet, on sert comme ça. C'est des organisations qui ont un projet social, qui participent de l'intérêt général et donc qui ont des politiques sociales. Politique culturelle, politique d'environnement. Donc elles procèdent souvent par appel d'offres, même si l'appel d'offres est un peu difficile pour les associations, mais ça permet aussi de pas seulement donner des financements, ça permet de faire de la capitalisation, du conseil, de l'accompagnement. Donc ça c'est important. C'est important pour les petites associations qui n'ont pas souvent des moyens techniques. Donc ça ne sera pas un relais de l'État, ça sera un complément tourné plutôt vers l'innovation. Ça peut aider les associations qui ont le label. Nous, on distribue 8000 prix et bourses subventions par an pour à peu près 120 millions d'euros. Donc, ça fait quand même des sommes pour des petites associations. Aujourd'hui, je crois que du moins la difficulté de demain, ça ne sera pas les petites associations de rue de quartier, ni les grosses associations qui ont les moyens de se développer, ça sera les intermédiaires qui sont arrivés à des niveaux de frais de structure et qui sont assez importants et pour lesquels il faudra trouver un modèle économique efficient. Mais Francis, la France, si on compare aux pays dans lesquels le monde des fondations est un monde extrêmement puissant, les États-Unis, on est dans un autre pays. Et dans ce pays, moi je le lis assez souvent, il y a au fond une espèce de crainte de la philanthropie. Il y a une crainte que les fondations, finalement, disent ce qu'est l'intérêt général et que ça ne leur incombe pas, et prennent finalement la place, d'une certaine manière, de la puissance publique, notamment quand on regarde des grandes fondations qui ont des moyens financiers. Alors, on cite toujours, bien sûr, la Fondation Gates ou d'autres. Quelle est un petit peu ta réponse là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que la société française, à horizon 2020, va trouver une place, une articulation entre associations et fondations peut-être plus fluide que ça n'a été dans le passé?
Alors, je pense que d'abord, Bill Gates, c'est 30 milliards de dollars, donc on ne parle pas de ces échelles en France. Le monde des fondations est plus petit pour des raisons historiques, pour des questions que on n'a pas de gens qui peuvent donner ça. Donc L'Oréal, j'ai cru comprendre qu'il y avait... Non, mais ils donnent de l'argent, beaucoup, mais c'est pas assez montant, 50 millions, 100 millions, mais c'est pas des montants en milliards. Donc, la fondation n'est pas un acteur puissant. Il répond à des normes de gouvernance qui sont un peu différentes des associations, mais qui ont une gouvernance, qui ne dépendent pas d'une ou deux personnes comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que le rapprochement entre le contact entre les associations et les fondations est tout à fait permanent. C'est-à-dire que dans les ruptures qu'il y a eu, je crois qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on attend dans l'ensemble, hein, et qui permet au monde de se rapprocher. Je crois qu'il faut, pour des associations, mais aussi les fonds de dotation notamment, une professionnalisation dans la gouvernance, dans l'administration. Il faut des regroupements possibles et des mutualisations de façon à essayer d'avoir un impact et des coûts moins grands. Il faut valoriser le rôle des associations sur le terrain et montrer à des potentiels financeurs le travail qui est fait. C'est un peu fatigant, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et je crois qu'il faut varier les financements. Et donc, varier les financements, c'est accepter de discuter avec des gens différents et donc monter des partenariats. Alors, bien sûr, il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les fondations, il y a un certain nombre de partenaires comme ça. Ça devient un monde plus compliqué. On n'est plus dans un monde univoque où il y avait un seul guichet. Il y a plusieurs guichets. Donc, les fondations sont là aussi pour accompagner les associations et donc leur donner la possibilité de se développer. Et nous, en tant qu'acteurs sociaux, quand on fait des colloques, des réunions, les comités d'experts, c'est des gens qui sont des bénévoles, qui sont des gens qui viennent souvent de la vie associative ou des sociologues. Donc il y a un échange permanent. Je crois que l'apprentissage se fait progressivement. Il y a eu des très grosses évolutions. On a beaucoup travaillé au Centre français des fondations et à la Fondation de France, de travailler sur la gouvernance des fondations, sur les relations, la façon de mettre en route les projets. D'ailleurs, dans les travaux qui ont été faits par l'Institut français des administrateurs, c'était à la fois les associations et les fondations. La réflexion portait sur la gouvernance des deux types de structures. Alors, moi, j'étais dans ce groupe, en effet, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a utilisé l'Institut des administrateurs qui est pour les entreprises. On ne peut pas l'utiliser pour les associations et fondations. On peut utiliser un certain nombre de choses, mais nous ne serons jamais des entreprises. Nous ne voulons pas être des entreprises. Donc, ce n'est pas le modèle absolu. Et là-dessus, je suis extrêmement déterminé à me battre sur les gens qui veulent organiser une gouvernance homogène et qui serait la même pour tout le monde. Il y a des problèmes communs, il y a des solutions qui peuvent être différentes. Voilà, qui tue le projet associatif. C'est l'efflorescence, l'association. Donc, elle a des avantages, des défauts, mais elle produit de l'innovation. Merci Francis. Avant qu'on vienne donc sur une focale sur la thématique de l'emploi, un mot de réaction, Béatrice. Vous, de la CPCA, ces relations avec le monde des fondations et des fonds de dotation, vous le sentez devenir plus simple, plus partenaire? Par exemple, au Conseil national de la vie associative, qui maintenant va être la haute autorité le Haut Conseil de la vie associative. Est-ce que c'est un endroit où on peut travailler entre le monde des associations et le monde des... Il y a des lieux où on travaille ensemble entre les associations et les fondations? Celui-là en est un, oui. C'est son objet. Donc l'un de ses objets, en tout cas. Pour faire en sorte que ces deux mondes travaillent plus ensemble pour préparer 2020 et après, il y a des endroits où on travaille ensemble. Oui, je pense. D'accord. Oui. Ah oui, on s'est beaucoup battu pour ça, hein, c'est-à-dire de mettre des fondations dans les lieux où il y avait les associations. Le Conseil national de la vie active, maintenant HCBA, ensuite le Conseil économique et social, partout, quoi. C'est-à-dire il y a des choses qui sont communes, il y a des choses qui sont différentes, mais il faut valoriser les choses en commun. Alors, on boucle là cet élément de cadrage et on va essayer donc de faire un zoom sur deux sujets. On a 30 minutes devant nous. D'abord, l'emploi associatif. L'emploi, on parle souvent, en tout cas dans le monde des entreprises, de gestion prévisionnelle des emplois. Donc là, on se tourne vers 2020. Donc, quel est le prévisionnel des emplois associatifs? Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que, et ce sur quoi nous avons discuté, travaillé avec Viviane, c'est que dans les dernières années, le monde associatif a créé de l'emploi. Quand on regarde de plus près, il faut bien regarder, distinguer le nombre de fiches de paye et puis des équivalents temps plein. C'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de temps partiel dans le monde associatif, mais on a créé. Et là, d'après les chiffres de la COS, pour la première fois, il y a une rupture. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Une rupture, et donc le monde associatif se met à
à supprimer de l'emploi, ce qui est une première par rapport à ce qui était là. Donc, Hugues Widor, vous êtes vice-président de l'UGRS, vous êtes par ailleurs directeur général d'un réseau d'associations qui s'appelle ADESA à domicile. Donc, on va revenir sur les services à la personne. Mais avec votre responsabilité du UGRS, qui est donc des syndicats d'employeurs du secteur de l'économie sociale, comment vous analysez ce prévisionnel de l'emploi associatif? On l'analyse avec un certain nombre de signaux d'alerte. Je voudrais d'abord revenir sur ce qu'est l'UGRS, deux mots, parce que c'est important de dire de quoi on parle et d'où l'on est. Et du coup, tout à l'heure, on parlait d'unité et de volonté de travailler ensemble. L'UGRS est un de ces lieux où justement nous construisons ensemble, entre syndicats d'employeurs, des politiques d'emploi, des politiques de formation, visant justement à préparer l'avenir. Et on a besoin de ces lieux qui sont des lieux de cohérence et des lieux où justement on peut construire ensemble. C'est quoi le rôle d'un syndicat d'employeurs associatif? Un syndicat d'employeurs associatif, ça a pour vocation de développer un dialogue social avec les organisations syndicales de salariés et de co-construire, parce que vraiment là on a parlé de co-construction tout à l'heure avec les pouvoirs publics, mais on est ici avec les syndicats de salariés dans une volonté de co-construire des dispositifs nationaux qui s'appliquent à l'ensemble des salariés, des employeurs. Je vais donner deux exemples qui vont éclairer le point de vue, notamment en termes d'emploi et de rémunération. Donc on a ce qu'on appelle des classifications qui permettent de définir des emplois et qui permettent aussi d'outiller cette fonction employeur avec à terme des évaluations, des objectifs. Ça c'est sur le volet capacité à construire. Après, sur le volet financement, c'est aussi en lien avec les OPCA, c'est les organismes paritaires collecteurs agréés, qui sont par exemple Uniformation pour le secteur de l'économie sociale, il y en a un autre qui s'appelle Unifaf. C'est de développer donc des accords qui permettent de construire là aussi des parcours professionnels, de mettre en place des outils d'observation. On a par exemple au niveau d'Uniformation des outils d'observation du secteur sur l'emploi, sur les territoires et au niveau national. Et là, pour donner un exemple concret dans l'aide à domicile, nous sommes en train de négocier... On va venir sur l'aide à domicile après. Avec non, mais je termine juste pour illustrer ce qu'on peut construire en tant que syndicat d'employeurs avec les organisations syndicales de salariés. Parce qu'on a souvent une forme de méconnaissance de ce que cela peut faire. Et un syndicat d'employeurs permet de construire des dispositifs nationaux qui permettent d'outiller cette fonction sur les territoires de l'emploi et de la formation. D'accord, donc vous êtes bien placé pour observer l'emploi associatif. Donc moi j'ai une question immédiate. Quand on regarde les chiffres des 10 dernières années, l'emploi jusqu'en 2010, l'emploi associatif a progressé de 2% par an. Alors que si on le compare à l'ensemble de l'emploi, on voit bien qu'il y avait... Quel est votre... Non pas, je ne vous demande pas de lire dans le Marc Café ce qu'il en est, mais de ce que vous voyez de là où vous êtes, vous pensez qu'il y a une rupture aujourd'hui, mais que finalement l'emploi associatif va redémarrer, ou qu'on est plutôt sur un tassement et disons-le, un recul dans les années qui viennent, en volume en tout cas, de l'emploi associatif? D'accord, 3 éléments très simples. L'emploi associatif, c'est 1,7 million de salariés. Donc en France, ça compte. Quand on est sur l'économie sociale, c'est 10% du salariat français. Ce n'est pas neutre. Donc dire qu'on est partenaire public, oui, forcément, puisque ça concerne 2,1 millions de salariés. Donc on ne peut pas mettre de côté l'économie sociale dans les politiques d'emploi et de formation, c'est absolument impossible. C'est pour ça que, par nature, nous sommes partenaires des pouvoirs publics. Alors il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir des refondations de ce partenariat, ça c'est clair. Mais il faut qu'il existe, sans quoi on ne peut pas mettre en place ne serait-ce que des politiques sociales sur lesquelles sont engagés les pouvoirs publics, si je prends sur le secteur de l'aide à domicile, et qui est sur un financement, mais qui est là, qui n'est pas de 10%, qui est de 90% du financement. Pour revenir à l'emploi, premier indicateur, le nombre d'emplois. Deuxième indicateur, par rapport à l'évolution de la pyramide des âges. Là, on a des clignotants qui passent au rouge. Pourquoi? Parce qu'en 2020, aujourd'hui, nous avons 608 000 salariés sur les 1,7 million qui ont 50 ans et plus. Donc, ce qui veut dire qu'en 2020, il y a un renouvellement à définir, à accompagner, et qui est une obligation à la fois des entreprises associatives sur les territoires, à la fois une responsabilité qui incombe aux syndicats d'employeurs dans des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Un sujet majeur, parce que sans compétences, sans rajeunissement, il y aura un problème. Alors, je voudrais venir maintenant sur un point qui est la qualité de ces emplois. Parce que moi, ce que j'ai cru capter de l'étude de la Fonda,
qui s'exprime par les 1700 qui ont été interrogés, par les groupes locaux, et aussi par les organisations syndicales de salariés du secteur associatif, c'est quand même une inquiétude, je vais le dire tel quel, d'une certaine dégradation possible de la qualité des emplois dans le secteur associatif. C'est-à-dire le nombre de temps partiel, le nombre de contrats à durée déterminée, le niveau de rémunération. Donc ça semble une inquiétude du secteur, exprimée par le secteur lui-même. Donc comment vous observez ça et comment vous le voyez évoluer à horizon 2020 ? On l'observe avec une grande inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas raisonner sur des politiques d'emploi ou sur des dispositifs techniques d'accompagnement à la fonction employeur sans le déconnecter des problématiques socio-économiques. Or, un seul exemple pour illustrer les choses, le secteur de l'aide à domicile a licencié en 2010 près de 5000 salariés. Aujourd'hui, sur 2011, on est sur un risque de licenciement de 15 000 salariés. Dès lors, effectivement, il y a une forme de précarité qui s'installe. Et quand on parle, par exemple, à des entreprises de l'aide à domicile, de prévision à 2020, et que les pouvoirs publics nous indiquent qu'il y a, sur cette question-là, 400 000 à 500 000 emplois à créer sur les personnes âgées, pour accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées, comment est-ce que demain, ces entreprises pourront continuer à offrir ce service si elles disparaissent aujourd'hui ? Vous me fournissez une belle transition vers Olivier Vickers. Donc, Olivier, j'avais souhaité que tu sois là. Donc, tu es maintenant directeur général de l'Agence nationale des services à la personne, donc agence publique, donc qui est une agence qui anime ce qui avait été finalement un peu les grandes orientations du plan Borloo sur les services à la personne. Or, pour avoir un service, avoir des services à la personne de qualité dans le monde associatif, il faut avoir des emplois de qualité. Et donc, quelles sont les observations et puis quelles sont au fond les orientations de ton agence pour faire en sorte que ces emplois correspondent aux besoins du secteur d'aide à domicile et des services à la personne, qui a un énorme gisement d'emploi, enfin gisement d'emploi aujourd'hui et éventuellement de gisement d'emploi demain. Oui, alors si tu me permets de faire une propre transition par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans la relation finalement pouvoir public, citoyen, association. Donc le fait que les associations ne doivent pas se laisser mettre dans une situation de gestionnaire de politique qu'elles jugeront insuffisante, précisément parce qu'elles analysent différemment le besoin social. Dans les services à la personne, en allant vite, c'est presque un sujet de colloque. Donc, on est dans cette situation, c'est-à-dire qu'on a une situation où les destinataires des services, le grand public, n'y comprend pas grand-chose, à quelles conditions je me maintiendrai à domicile, des associations qui disent les financements publics sont insuffisants pour que le service soit de qualité, et des financeurs, au contraire, qui se disent est-ce que tout ça ne coûte pas cher et est-ce qu'on sait où va l'argent ? Donc on est typique dans une situation où les associations, de mon point de vue, doivent reprendre la casquette de l'innovation, de la demande sociale, faire des propositions, pas simplement d'un volume de crédit supplémentaire, mais de type de service, de type de prestation, de type d'innovation. Mais elles disent on est soumis à des appels d'offres, on n'a plus la possibilité de faire des propositions. Non, sur les services à la personne, tu as des appels d'offres, la loi de 75, mais c'est un autre sujet de colloque. Là aussi, tu ne me rajeunis pas. Ouais, surtout qu'il reste 3 minutes. Alors, oui, c'est des appels d'offres, mais si tu prends qui preste pour les conseils généraux depuis 30 ans, à mon avis, tu n'as pas beaucoup d'entrants et pas beaucoup de sortants. Bon. Alors, la qualité de l'emploi, avec Hugues, avec sa casquette LSA, effectivement, dans les services à la personne, on a 98% de femmes, moyenne d'âge 48 ans, turnover très élevé, ce qui fait que toutes les statistiques sur la destruction d'emplois, elles sont extrêmement compliquées à établir, à vrai dire, temps partiel, et en même temps, un besoin de services considérable et de concitoyens dont le niveau culturel d'exigence s'élève et qui veulent des services avec de plus en plus de qualité. Donc, alors, est-ce que c'est la quadrature du cercle ? Ah ben si je forme, mais j'ai pas l'argent, donc j'aurai pas la qualité. Ou est-ce qu'il y a quand même des moyens de s'en sortir parce que la France est à la fois un grand pays, un pays où les métiers sont respectés et les gens sont professionnels. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans un entre-deux, y compris pour la création d'emplois, même si on a créé de l'emploi dans les services à la personne, alors que l'économie française détruisait 378 000 emplois l'an dernier, les SAP en créent 11 000. D'accord, temps partiel, oui, féminisé, non, mais c'est pas vrai, assez qualifié. Donc voilà, je pense que pendant l'inquiétude, la vente continue, donc il y a beaucoup de choses qui se passent assez positives. On est en train de lancer une opération sur le recours à l'alternance dans le secteur, à la fois modeste et ambitieuse, pour monter le niveau des qualifications, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Les services et le terme de partenariat, parce que ça a été dit, finalement, nous, associations, on a envie, avec la puissance publique, l'État, les agences publiques, de travailler en partenariat. Donc, l'Agence des services à la personne travaille en partenariat avec le secteur associatif. Vous discutez avec les syndicats d'employeurs Alors, on discute avec tout le monde, et tu l'as rappelé, on n'est pas seul. On discute même avec des gens que les associations n'aiment pas toujours croiser, parce qu'on ne déteste pas que son double, on déteste parfois des gens qui ne vous ressemblent pas assez, mais enfin, le secteur privé lucratif, ce mot terrible. Et pire encore, peut-être, ça c'est une nouveauté, le particulier employeur. Parce que l'essentiel des services à la personne, c'est de l'emploi direct. C'est monsieur, madame, machin qui ont leur employé de maison. Et ça, le secteur associatif a aussi du mal
à reconnaître cette diversité. Je pense que dans la modernisation et l'innovation, c'est le respect des différences, le partage d'un socle de qualité commun, quel que soit le mode d'intervention, et le statut juridique. En France, moi, je conseille toujours de rentrer par le métier, ce qui fédère les gens, et de laisser l'institutionnel, le juridique, à côté, même s'il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qu'on essaie de faire à l'agence, parler avec tout le monde sur ce qui fédère et encourager ce qui marche. Et donc, pour conclure, si on essaye de dire, bon, à horizon, on dit 2020 pour frapper les esprits, mais dans ce secteur des services à la personne, l'évolution de l'emploi au plan quantitatif et qualitatif, si on voulait le caractériser en 2-3 mots, de la manière dont vous le voyez à l'agence des services à la personne? On la voit de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire que le besoin de service et de qualité de service va augmenter de manière considérable. Après, faisons un peu de politique cette fois-ci, puisque l'agence est un lieu plus politique que quand j'étais technicien dans l'État, qui va capter la demande sociale et la traduire en politique publique? Est-ce que c'est simplement les politiques, avec des contraintes budgétaires trop fortes, ou est-ce que les associations vont retrouver une capacité, à partir de l'analyse des besoins du client et de la demande sociale, de dire voilà les politiques qu'il nous faut, et faire de la politique et de la technique, parce qu'une politique sans outils, ça n'a pas d'intérêt. Dire simplement il faut plus d'argent, ça ne marchera pas. Si vous l'avez bien écouté, je pense qu'à la sortie, il y a quelques cartes de visite qui pourraient s'échanger. Voilà, quelqu'un qui parle au nom d'une agence nationale et qui dit, pour mettre en place ma politique, j'ai besoin que vous, association, vous alliez vous identifier un peu quels sont les besoins des populations dans lesquelles je vais conduire une politique publique. Je m'excuse, j'aurais bien l'occasion de revenir avec vous, mais je vais quand même me tourner de l'autre côté. Une question sur la professionnalisation. Oui. Il faut savoir que la professionnalisation, elle est dans les services, mais elle est dans le fonctionnement aussi, et que donc partout, il faudra des gens plus formés et qui soient professionnels, et donc qui coûtent de l'argent, et donc c'est un paradigme sur lequel il faut travailler, parce que ça ne suffira pas juste de dire il faut faire mieux, mais derrière, il faut des gens. C'est vrai, d'où la question de l'accompagnement, qui est une question qui me tient à cœur, parce que je pense que le monde associatif a besoin d'être accompagné. On le sait dans le monde des entreprises. Dans le monde des entreprises, il y a des dispositifs d'accompagnement nombreux, il y a des fonds régionaux d'aide au conseil, et le monde associatif a besoin de la même chose. Il faut qu'il bouge, mais il a besoin d'être accompagné. Donc les dispositifs locaux d'accompagnement et plein d'autres choses. Juste un mot très très court, c'est pour témoigner de la capacité des acteurs associatifs à travailler ensemble et à faire des propositions. Tout à l'heure, on disait qu'on avait un rôle d'alerte par rapport au pouvoir public. Moi, je témoigne que nous avons travaillé entre 16 organisations depuis 2 ans, en dépassant nos frontières, je dirais, traditionnelles. Par exemple, dans ce rassemblement, on a la Mutualité française, on a la Croix-Rouge, on a les conseils communaux d'action sociale et l'ensemble des acteurs de la branche de l'aide à domicile. Et nous avons été en capacité... La Croix-Rouge, c'est 16 000 salariés, c'est ça, non? C'est ça, dont 6 000 qui travaillent dans le cadre de l'aide à domicile. Ouais, c'est ça, donc c'est énorme. Autour de 300 000 salariés, en fait, qui sont représentés. Et nous avons, au-delà d'un rôle d'alerte vis-à-vis des pouvoirs publics, nous avons construit la base d'une réforme sur le système de tarification des services d'aide à domicile avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et nous avons signé un partenariat le 21 septembre dernier avec Claudie Le Breton, le président. Juste pour témoigner... Non. Je me tourne vers l'autre côté. D'ailleurs, entre parenthèses, peut-être pour la suite, l'année prochaine, ce serait intéressant et important qu'on ait à la tribune des représentants des collectivités territoriales. Parce que c'est quand même un des gros sujets. Donc, je suis en train de me dire, en animant cette table ronde, qu'on aurait un élu local pour lui dire, mais alors, vous, comment vous voyez la chose? Ce ne serait pas inintéressant. Alors, on ne pouvait pas tout dire, on a choisi de parler des relations avec les entreprises. Il y a des enquêtes qui montrent, je pense à une qui a été faite par la CPCA et la VIS, qui montre qu'il y a une attente finalement de pouvoir mieux travailler. Les associations disent on voudrait mieux travailler avec les entreprises, mais ce n'est pas si facile parce qu'il y a des problèmes culturels, il y a comment on fait pour travailler ensemble, d'accord, on veut travailler ensemble, mais on ne se connaît pas, on se méfie un peu. Alors, pour démarrer la discussion, je me tourne vers Charles-Édouard Vincent. Charles-Édouard Vincent, donc, il a créé une structure qui s'appelle Emmaüs Défi. Il va nous dire en 2 mots ce qu'est cette structure. D'abord, il avait eu des expériences avant de faire ça lui-même dans le monde de l'entreprise, donc il savait ce que c'était. Et cette association Emmaüs Défi travaille avec quelques ou plusieurs entreprises. Donc, déjà pour démarrer, Emmaüs Défi, en 2 mots, c'est quoi? Emmaüs Défi, donc c'est une des 250 structures du mouvement Emmaüs qui a comme particularité d'accueillir des gens qu'on va chercher dans la rue avec le SAMU social, la Croix-Rouge, donc qui n'ont pas encore d'hébergement et à qui on propose un travail avant même d'avoir un toit, mais un travail adapté et qu'on amène à ce moment-là vers l'hébergement et la stabilisation dans le logement et tout un parcours d'insertion professionnelle. Voilà. Alors ça, bon, d'abord ceux qui s'intéressent, pareil, à la fin, venez discuter avec lui, éventuellement demandez-lui d'aller visiter Emmaüs Défi, je l'ai fait, c'est vraiment impressionnant. Mais
en France, traditionnellement, quand on est dans le social aussi dur, on se tourne vers le public, parce que justement, c'est là où c'est le plus dur. Et puis vous travaillez avec les entreprises. Donc ça paraît contradictoire de dire l'endroit où on est dans l'associatif le plus social et donc le plus difficile, et vous allez essayer de travailler avec les entreprises. Oui, je crois que si on revient aux fondamentaux, arriver à s'attaquer aux problèmes de l'exclusion et de la pauvreté, ce sont des problèmes qui sont beaucoup trop complexes pour être résolus tout seul dans son coin en tant qu'association. Et je crois qu'il y a une nécessité absolue. On parlait beaucoup des financements, besoin de travailler avec les entreprises, de revoir les partenariats, etc., parce que les financements publics évoluent. Mais je crois que bien au-delà de ça, le combat contre l'exclusion en ce qui concerne Emmaüs est tellement complexe qu'il y a une nécessité à ce que notre association et les associations travaillent avec les entreprises et avec les pouvoirs publics. Donc je suis complètement d'accord avec vous, Hugues, quand vous dites ce serait bien que la prochaine fois, il y ait aussi quelqu'un d'une collectivité territoriale. Je pense que ce trépied entreprise, association, pouvoir public est absolument nécessaire parce que les sujets sont tellement complexes que tout seul dans son coin, on ne peut pas y arriver. Alors concrètement, Emmaüs Défi a fait comment en quelques mots, parce qu'on me signale que le ministre va arriver dans pas très longtemps, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais quand même, ça veut dire quoi travailler avec les entreprises à Emmaüs Défi ? Je vais juste donner un exemple. Il y a 3 ans, quand j'ai poussé la porte de SFR, donc une entreprise hyper performante dans le secteur des télécommunications et du numérique, j'étais très loin d'imaginer qu'on avait beaucoup de points communs. J'y allais pour récupérer un petit chèque pour m'aider à financer des locaux. Et en fait, je ne pensais pas que ça allait donner un tel partenariat qui aujourd'hui, en fait, 3 ans après, se décline sur 4 axes qui sont 1, on a pu développer une activité commune sur le cœur de métier de SFR, donc la téléphonie, pour les personnes pauvres qui aujourd'hui ont des très grosses factures de téléphone. D'accord. 2. Donc ça, c'est un modèle hybride en termes de financement qui est très intéressant. 2, on les a associés dans l'embauche de nos salariés à l'issue des parcours d'insertion en créant un forum emploi avec leurs prestataires parce qu'eux, ils ont 60% de cadres et c'est sûr que chez nous, ce n'est pas le cas. 3, ils nous aident en fait à financer notre développement puisqu'aujourd'hui, on ne dégage pas assez de marge pour se développer à la vitesse à laquelle on le souhaite. Et 4, on les a fortement impliqués par du mécénat de compétences. Aujourd'hui, il y a plus de 100 collaborateurs de SFR qui viennent régulièrement, avec qui on a construit l'offre et le programme d'accompagnement sur la téléphonie, et qui aujourd'hui nous aident, et je pense en tirent énormément de sens, y compris dans leur travail. Charles-Édouard, alors donc, on voit bien le contenu assez précis, technique de ce partenariat. Une chose aussi, vous avez dans votre conseil d'administration des gens qui sont du monde de l'entreprise. Dans le conseil d'administration, dans les équipes, voilà, on a des personnes, des entreprises, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est arriver à avoir une culture et faire un peu tomber les barrières où on a toujours peur de l'autre. Ce que je disais au début, je crois que c'est absolument nécessaire qu'on travaille ensemble, qu'on associe les entreprises dans nos combats et pas juste aller les voir dans une logique de financement. Merci Charles-Édouard. Donc je salue l'arrivée de Luc Châtel, le ministre. Merci Monsieur le ministre d'être avec nous. On va, si vous voulez bien, comme ça, terminer notre table ronde, ce qui va vous permettre d'entendre un petit peu un certain nombre de choses avant votre intervention. Donc je me tourne vers François Soulages. François Soulages, donc président du Secours catholique, qui a été longtemps investi dans le monde de l'économie sociale. Donc le Secours catholique est une grande association, grande ONG française. Dans sa stratégie finalement, aujourd'hui et puis demain, puisqu'on est sur 2020, où vous placez les entreprises dans cette stratégie ? Pour répondre à la question, je vais dire que pour nous, le rôle des associations, c'est un rôle de subsidiarité, c'est-à-dire de répondre à des besoins sociaux auxquels répond mal le marché. Donc je réponds par là à la question de l'entreprise. L'entreprise, elle est sur un marché et il y a des besoins sociaux pour lesquels le marché couvre mal. Donc, nous sommes en subsidiarité, aussi bien d'ailleurs par rapport au pouvoir public que par rapport aux entreprises. J'ajoute que, comme on vient de le dire, il y a un risque, c'est que la dépense publique ne cessant de diminuer, on connaît la situation des puissances publiques, on aurait tendance à reporter sur les associations une série de dépenses ou de prise en charge de fonctions qui, par ailleurs, viennent du fait que les entreprises ne cessent d'externaliser des fonctions qui ne sont pas leur cœur de métier. Donc on est pris un peu dans une tenaille. Donc
aujourd'hui, moi je plaide, je vais aller vite, je plaide pour un nouveau rapport entre entreprises et associations, à travers en particulier la responsabilité sociale des entreprises. Bien entendu, à condition que cette responsabilité sociale réponde à des normes et que derrière, les entreprises qui s'engagent sur cette question, elles puissent y trouver une compensation. Alors, on demandera tout à l'heure à Pierre Victoria, puisqu'il est à une direction de développement durable de Veolia en charge de la RSE. Donc, le partenariat à travers la responsabilité sociale des entreprises, si on veut l'appliquer sur des terrains ou sur le secours catholique, parce que c'est intéressant de... Oui. Je vais prendre 3 exemples rapides. Le premier, il est précisément avec Veolia. Nous avons des personnes qui sont en insertion et qui sont encore relativement éloignées de l'emploi. Nous sommes en négociation avec Veolia de manière à ce que, d'une certaine manière, en alternance, ils puissent commencer à mettre un pied dans l'entreprise tout en restant dans le champ de l'insertion, de manière à assurer la continuité et non pas la rupture. On parlait de rupture tout à l'heure. On fait la même chose avec un groupe de maisons de retraite. Comment progressivement des gens vont basculer des équipes emploi où nous les accompagnons vers un travail dans l'entreprise. Et troisièmement, dans notre réseau d'entreprises d'insertion, Tissons la solidarité, avec notamment des couturiers, des maisons de couture ou des entreprises du commerce, comment des gens qui aujourd'hui sont en insertion vont pouvoir progressivement entrer dans l'entreprise. Et alors, j'ai une proposition à faire qui résulte de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des liens plus forts entre ce secteur de l'insertion et l'entreprise en faisant qu'une personne qui est en insertion, elle puisse aller dans l'entreprise avec son poste d'insertion, la fameuse compensation dont je parlais tout à l'heure. Parce que si on veut que les entreprises se mobilisent, il faut aujourd'hui que ça n'alourdisse pas leurs coûts. Parce qu'on est quand même dans une compétition internationale importante. Ça, c'est le chef d'entreprise, l'ancien chef d'entreprise qui parle. Donc comment on peut faire aujourd'hui ce passage? Et moi, je plaide pour que les gens qui sont chez nous avec un poste d'insertion, ils puissent partir avec leur poste et donc leur accompagnant dans l'entreprise. François, donc les gens qui sont ici sont venus parce qu'ils cherchent des solutions, donc ils se disent, bon, aujourd'hui je ne travaille pas avec les entreprises, je sens qu'il faudrait que je le fasse. Quel serait le conseil que tu donnerais aux gens qui sont dans cette salle pour dire, bon, vous voulez le faire, comment commencer, par quoi commencer? La recherche des compétences qui manquent dans l'entreprise, et quand je dis compétences, c'est aussi bien professionnel que moyens sociaux. Il y a dans l'entreprise beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise et qui auraient besoin, parce que l'entreprise va s'occuper de gens qui sont en effet en situation de pauvreté, de rassurer ceux qui, à l'intérieur de l'entreprise, sont en situation de stress, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Et donc, plus l'entreprise arrivera à regarder vers l'extérieur ce qui se passe autour d'elle, plus elle rassurera à l'intérieur. Donc moi, ce que je dis aux associations, c'est entrer en rapport avec l'entreprise pour voir avec elle comment, ensemble, on peut gérer cette situation de fragilité sociale. Et si je peux ajouter quelque chose, en passant la parole à Pierre Victoria, de ne pas regarder l'entreprise simplement comme un guichet de substitution au financement public. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Mais comme un partenaire. C'est-à-dire un partenaire, donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On a des logiques différentes, mais il y a des endroits où on peut le faire. Donc là, je me tourne vers Pierre Victoria. Donc vous êtes directeur du développement durable de Veolia. Vous avez en charge la responsabilité sociale des entreprises. Alors juste en vous passant la parole, moi je connais assez bien le monde associatif français. Il y a quand même encore beaucoup d'une certaine méfiance sur ce thème de la responsabilité sociale. Les grandes entreprises font ça, mais c'est un peu pour faire de la communication. Certains parlent de social washing. Donc, vous avez besoin de convaincre quand même un peu pour montrer que non, que ça peut être des vrais partenariats réels, concrets, authentiques. Donc, vous, chez Veolia, aujourd'hui, comment vous abordez cette question? Tout d'abord, je crois qu'il faut, par rapport aux discussions que vous avez autour de cette table et ce que j'ai lu, vous parliez de difficultés ou de crise de la vie associative, ne nous cachons pas que dans le monde dans lequel on est, on vit aussi une crise de la légitimité des entreprises et que leur rôle en tant qu'institution sociale est fortement bouleversé par l'ensemble du monde dans lequel on vit et des conséquences de la crise. On a beau essayer de faire la distinction entre l'économie réelle et l'économie financière, c'est pas si simple que ça, et c'est pas simple non plus pour une entreprise comme Veolia qui est opérateur en fait privé de services publics sur 4 métiers qui sont l'eau, les déchets, l'énergie et les transports. Et donc, dans ce contexte-là, la meilleure réponse qu'il puisse y avoir face à cette crise ou cette question de la légitimité du rôle de l'entreprise et la légitimité de son propre profit dans le cadre de ses activités, c'est effectivement de se retourner vers les territoires et de montrer comment elle peut être beaucoup plus solidaire des territoires qu'elle sert. Et par exemple, à Veolia, si on veut incarner ça dans ce que vous
vous faites ou vous cherchez, parce Alors, que finalement, on est tous là pour chercher des solutions. Eh bien, écoutez, je crois dire que d'abord, c'est la question que je posais à François Soulages avant de venir, c'est est-ce que c'est à moi de venir RSE ou est-ce que c'est la Fondation Veolia de venir? Alors moi, j'ai insisté pour que ce soit vous, voilà, et pas la Fondation, pour que ce soit l'entreprise qui s'exprime. Parce que, je veux dire, historiquement, Veolia a toujours séparé fortement l'activité de sa propre fondation, qui est quand même dotée de 7 millions d'euros par an et qui intervient dans 3 secteurs qui sont l'insertion, la solidarité et l'environnement. Et qui en plus a une autre activité dont on ne parle pas souvent, mais qui est quand même l'activité d'intervention en urgence, en particulier pour le rétablissement de l'eau, sur lequel il faut savoir qu'une grande partie de nos salariés partent sous uniforme de l'UNICEF ou de la Croix-Rouge, actuellement, sur les théâtres de conflit, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, pour rétablir l'eau. Je tiens à préciser aussi, d'ailleurs, pour revenir à ce que disait tout à l'heure François sur la partie communication interne, qu'il n'y a pas une équipe dédiée à cela, ce sont des salariés qui se forment à cela, et le jour où il y a une intervention, ils interviennent, et je vous dis, la plupart du temps, ils n'interviennent pas au nom de Veolia, mais au nom d'organisations caritatives, qu'elles soient institutionnelles ou autres. Donc, indépendamment de ça, la question aujourd'hui pour nous, et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans le travail que nous faisons avec les territoires, de plus en plus, nous sommes associés avec des associations. Alors, sur quoi on travaille? Eh bien, on peut travailler, par exemple, puisque je parlais du transport, sur les questions de mobilité de jeunes entre les endroits où il y a de l'emploi et les endroits où il n'y a pas, où il y a un problème de transport. Voilà l'exemple. On travaille aussi beaucoup actuellement sur les questions de précarité énergétique. Même si le débat politique souvent parle beaucoup du problème de l'eau, la réalité sociale, vous le savez bien, qui avez de l'expertise sociale, est beaucoup plus aujourd'hui sur les questions de précarité énergétique. Donc on travaille sur un certain nombre d'associations là-dessus. On travaille beaucoup à l'international avec des ONG. Il y a une chose que je veux dire, c'est que nous avons un peu découvert, nous, des partenaires un peu insoupçonnés, beaucoup à notre travail qu'on a fait sur le plan international, et particulièrement dans les pays en développement. Le Grenelle de l'environnement avait montré toute cette capacité d'expertise des ONG sur les thématiques de l'environnement. Oui, mais je veux dire, pour nous, ça a été surtout sur le problème d'accès aux services essentiels, c'est-à-dire la question de la médiation, en particulier, lorsque vous avez, actuellement, on a par exemple un contrat en Inde où il va falloir raccorder 1 million de personnes d'un bidonville pendant 5 ans, eh bien nous avons une équipe aujourd'hui, alors là, d'universitaires, qui va chercher les associations, qui va nous aider à faire la médiation pour expliquer les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir faire notre métier de raccordement au réseau collectif. Alors, donc, nous sommes pris un peu par le temps parce que je veux respecter vis-à-vis du ministre les horaires. Je vous pose la même question qu'à François Soulages. C'est au fond, vous avez devant vous des dirigeants associatifs qui sont venus chercher ici des idées, des solutions. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour travailler, apprendre à travailler avec les entreprises? Vous êtes dans une très grande entreprise, mais quel serait le message que vous voudriez leur faire passer? D'abord, que l'on travaille essentiellement au niveau des territoires. C'est-à-dire que nous sommes dans des métiers qui sont extrêmement localisés, qui ne se délocalisent pas, donc qui ont un sens par rapport aux territoires de ce qu'on fait. Donc bien évidemment, c'est en fonction de l'utilité sociale et l'expertise que chacun peut apporter, d'essayer de voir comment, avec les acteurs locaux, on peut construire quelque chose. Ce que je voudrais dire quand même par rapport à ce qui est dit tout à l'heure, moi je crois profondément à l'idée de co-création d'un certain nombre de réponses aujourd'hui. Et je vous le dis, aujourd'hui, on a des appels d'offres où on répond collectivement avec des secteurs des ONG. Je crois par contre, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, ce n'est pas l'entreprise qui a la responsabilité de la transformation sociale. Bien sûr, et qu'il appartiendra donc aux politiques de se remettre en jeu, et ce à quoi nous aspirons, y compris parce que nous sommes en définitive sortis d'une relation binaire historique entre les pouvoirs locaux et l'entreprise à des pouvoirs beaucoup plus multi-acteurs. Ce que je souhaite, c'est des systèmes de co-création entre le monde associatif, le monde de l'entreprise et le monde des pouvoirs publics. Merci beaucoup. Vous allez me faire une belle transition pour accueillir tout à l'heure Luc Châtel. Monsieur le ministre, donc d'abord, je suis heureux de vous accueillir ici. Vous êtes en charge de la vie associative, d'où votre présence ce matin. Je vous propose peut-être, avant que vous montiez à la tribune, de passer la parole à Pierre Van Aertberg, qui est le président de la Fonda, qui a fait un travail vraiment intéressant et je pense qu'il peut intéresser les pouvoirs publics. Et je salue Yann Diève, le directeur de la jeunesse et de la vie associative, parce que je pense que ça peut alimenter les réflexions de tout le monde. Donc en quelques minutes, les messages à faire passer finalement à la salle et au ministre en résumé sur ce travail 2020, puisque c'est la Fonda qui l'a initié. Donc le président de la Fonda a 5 minutes pour transmettre ce message. Monsieur le ministre, bonjour. Un résumé rapide de cette table ronde en 4 points. Le premier, esquissé par Viviane Tchernenog, à travers une enquête que nous avons menée avec elle, à 10 ans, puisqu'on se situait perspective 2020, l'inquiétude est vive.
devant l'ampleur de la tâche. Le monde bouge, il y a de profondes inégalités dans notre pays, et il y a une difficulté dans le monde associatif à se dépasser parce qu'il y a une crise de renouvellement de ces cadres. Il y a toujours une difficulté à mutualiser les moyens, les ressources pour gagner je vais prendre mon langage quand j'étais dans l'entreprise, pour gagner en productivité. Et puis, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au niveau national, moins au niveau local, les politiques ont peu de considération, je vais employer le terme, il est fort, ont peu de réflexion aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, pour situer l'apport du monde associatif, l'apport des associations à la vie démocratique, à la vie économique, à la vie sociale de notre pays. Alors, l'inquiétude est plus ou moins vive selon que le degré de confiance qu'on a dans la capacité de réaction des associations pour se dépasser, et elle suppose une société plus participative. On ne pourra pas faire de grands changements, on ne pourra pas changer la société, faire les choix lourds à faire, multiples, sans la participation des citoyens et sans la participation de leurs associations. Il faut, pour les associations, changer de braquet, aller vers plus de mutualisation, se projeter dans l'avenir pour bâtir et adapter ces stratégies. Alors, il y a deux sujets qui ont été abordés ici, Hugues, ce matin. L'emploi associatif, la relation avec les entreprises. Pour l'emploi associatif, soyons clairs, il y a réellement un problème de divorce entre la qualité de l'emploi de salariés de plus en plus formés, de plus en plus motivés, de plus en plus engagés, et la qualité de la sécurité qu'on leur apporte à travers leur contrat de travail. Il y a deux actions nécessaires qui ont été esquissées par le représentant de l'EGRS. Il faut assurer des carrières, je vais aller vite. Le rapport Boissonnat, auquel j'ai présidé en 1995, parlait de contrats d'activité. Comment assurer des transitions professionnelles et pas simplement par la case chômage, et d'autres formes de gouvernance plus équilibrées entre les bénévoles et les salariés. Et sur l'entreprise, ce qui a été souligné ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de chercher une stratégie qui permette, par le multifinancement, d'aider les associations à exercer leur capacité d'innovation, mais c'est que sur le territoire, avec le fait que l'État-providence n'est plus à même de répondre à tous les besoins sociaux, de plus en plus diversifiés sur les territoires, de plus en plus individualisés, il est nécessaire d'avoir un rapprochement sur les territoires entre les entreprises, ça a été bien indiqué par Veolia à l'international comme dans notre pays, pour concevoir les solutions d'avenir. Merci, Monsieur le Président de la Fonda. Donc, en vous invitant à monter à la tribune, Monsieur le Ministre, comme il était prévu, la CPCA vous pose 3 questions qui vont peut-être faire la transition vers votre montée au pupitre. Et j'en profite pour saluer Francis Morel, qui est le président du groupe Les Échos, qui organise ce forum, d'être avec nous pour cette partie finale de nos débats. Merci, monsieur, d'être avec nous. Donc, les 3 questions qui sont très rapides. Oui, très rapide, avec un petit élément d'introduction quand même. Vous m'avez donné droit à 4 minutes, je vais en prendre 3. Monsieur le ministre, votre Marocain vous a mis en bonne place, s'il en était besoin, pour mesurer combien les associations sont un ferment essentiel de notre démocratie. Elles rassemblent des citoyens autour de projets collectifs, elles portent des innovations sociales, détachées de toute velléité lucrative, et puis elles contribuent à une recherche sociale, économique, culturelle et éducative désintéressée au profit du développement des territoires, de la cohésion sociale et de la solidarité. Vous êtes, Hugues Sibyl vient de le rappeler, en charge de préparer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement pour le développement de cette vie associative. Il est du coup tout à fait intéressant, à l'heure où nous nous soumettons à cet délicat exercice de la prospective, de vous soumettre 3 grandes questions qui traversent dès aujourd'hui l'ensemble du mouvement associatif, du monde associatif, et qui vont influer directement sur son avenir. Il s'agit de manière assez classique de la question de l'engagement de nos bénévoles, de la question du financement de nos activités, et de la question de la mise en œuvre d'un dialogue civil ouvert, transparent et régulier. En ce qui concerne l'engagement, comment développer la recherche en amont des innovations associatives ? Les associations mobilisent 14 millions de bénévoles pour un volume de travail, je pense que Viviane Chernonog ne me contredira pas, qui est en constante progression.
Cette forme pleine et entière d'investissement citoyen mérite d'être soutenue et la question de la formation de ces bénévoles reste un enjeu majeur. Un fonds dédié au développement de la vie associative devrait être mis en place très prochainement, je crois. Il y a une nécessité absolue, Monsieur le Ministre, à intégrer dans ce fonds les crédits de recherche-expérimentation indispensables pour permettre une véritable recherche en amont des innovations sociales qui sont déployées par les associations. Deuxième question. J'insiste sur ce point parce que la crise que nous traversons rend ce besoin de R&D associative particulièrement pressant puisque nous sommes de plus en plus sollicités pour répondre et apporter des réponses innovantes aux besoins sociaux qui s'expriment sur les territoires. Deuxième question concerne le financement de nos activités. Comment favoriser la constitution de fonds propres pour consolider les modèles économiques associatifs? Pour la première fois en 2010, Huxley l'a rappelé tout à l'heure, l'investissement qui était jusqu'alors croissant des collectivités territoriales ne permet plus de compenser le désengagement de l'État. Et pour la première fois en 2010, le financement public des associations marque une diminution. Alors dans le contexte qu'on connaît de crise des finances publiques, il devient de plus en plus urgent de consolider les modèles économiques associatifs. S'il nous incombe, certes et évidemment sans doute, d'entamer les mutations nécessaires pour diversifier nos ressources, l'État peut et doit contribuer à cette consolidation. Alors nous avions, la CPCA, salué la circulaire du 18 janvier 2010 comme un progrès vers une sacralisation de la subvention comme mode pertinent et eurocompatible de financement des activités associatives. Nous continuons de saluer cette circulaire. Au-delà du comité de suivi de ce texte qui est important et dont nous ne doutons pas qu'il sera, comme vous nous l'avez annoncé, prochainement mis en œuvre, une autre question se pose, c'est celle de la constitution des fonds propres associatifs, question qui a été pointée par bon nombre de répondants de l'enquête de la Fonda. Permettre aux associations de mettre en réserve leur excédent pour celles d'entre elles qui arrivent à en constituer est le moyen le plus sûr de consolider leur assise financière, de leur permettre de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent et qui les menacent parfois dans leur survie même. Mais aussi, c'est le moyen de contribuer au financement de leurs innovations sociales. Aujourd'hui, la pratique administrative nous contraint de présenter des budgets en équilibre et nous prive de cette possibilité de constituer des fonds propres. C'est une regrettable, à mon sens, prime à la mauvaise gestion. Troisième et dernière question. Troisième et dernière question. En ce qui concerne enfin la mise en œuvre d'un dialogue civil ouvert, transparent et régulier, comment rendre opérationnel le cadre conceptuel ambitieux de nos engagements réciproques? C'est sans doute la question centrale. Une démocratie dynamique et rénovée doit favoriser, aux côtés de l'investissement de ses représentants élus, le dialogue avec ses corps intermédiaires. Nous avions signé en 2001 une charte des engagements réciproques à l'occasion du bicentenaire de la loi fondatrice des associations françaises qui pose les bases conceptuelles de ce dialogue entre la puissance publique et le mouvement associatif. Comment lui redonner son souffle? Comment favoriser cette déclinaison à la fois sectorielle et territoriale? Comment la faire vivre? Est-ce que la mise en place, la semaine passée, du Haut Conseil à la vie associative sera, comme nous l'espérons, Monsieur le Ministre, l'occasion de procéder enfin à son évaluation? Voilà, donc 3 questions de la CPCA qui représentent les associations dans ce pays. Monsieur le Ministre, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu. C'est vrai que c'est chiant pour nous casser Vous êtes devant une salle qui témoigne, je crois, par l'énorme participation à ce forum, puisque plus 20% par rapport à l'année dernière, de dirigeants associatifs qui viennent à la fois avec un peu d'inquiétude, parce que le monde bouge beaucoup et qu'ils sont inquiets, et en même temps, les enquêtes et nos travaux de ce matin le montrent, avec beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être des acteurs de la société. Donc, cette société civile, je crois qu'elle attend de l'État une parole, et donc c'est à vous maintenant qu'il incombe de terminer nos travaux. Et je vous rassure, nous sommes tous à la fois inquiets et optimistes. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 12 ans qui m'expliquait que ce qui était important, c'était la saine inquiétude. C'est-à-dire quand on était trop rassuré, il fallait se poser la question de savoir pourquoi on était trop rassuré. Mais l'organisation de votre manifestation montre à quel point le monde associatif est source d'espoir et d'optimisme. C'est l'une des raisons de ma présence parmi vous ce matin. Mesdames et messieurs les présidents, Madame la déléguée générale, Monsieur le président du groupe Les Échos, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous dans le cadre de cette séance plénière. Cette manifestation intervient finalement au cœur d'une année 2011 qui est particulièrement dense pour le monde associatif, puisque nous fêtons à la fois le 110e anniversaire de la loi de 1901, mais surtout nous célébrons l'année européenne du bénévolat et du volontariat. C'est évidemment une opportunité importante pour mettre en lumière l'engagement de tous les bénévoles dans les associations, et ce, au service de nos concitoyens, vous l'avez rappelé tout au long de cette table ronde. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais je suis aussi le ministre de la Jeunesse. Et c'est très important pour moi de voir
Aujourd'hui, contrairement à certaines idées reçues par des observateurs extérieurs qui ne connaissent pas forcément dans le détail le monde associatif, très important de voir à quel point aujourd'hui notre jeunesse s'engage dans le monde associatif. Et je voudrais commencer par saluer cet engagement. Pour vous le montrer, je voudrais juste citer quelques chiffres. Un jeune sur 3 parmi les 18-29 ans est adhérent d'au moins une association. 4 millions de jeunes adultes. Donc, au moment où on m'explique que dans les associations, il n'y a que des retraités, je crois que c'est la meilleure des réponses. Un jeune sur 5 fait partie d'une association sportive. Et la dernière enquête Fondapol a montré que les jeunes sont prêts à s'engager dans un cadre de proximité, mais ils sont déterminés à s'engager. Et l'association constitue évidemment le cadre le plus à même de les accueillir dans le cadre d'un engagement personnel proche de chez eux. C'est la raison pour laquelle nous n'avons cessé depuis 2007 de chercher à mettre en œuvre des modalités les plus innovantes possibles pour proposer aux jeunes de rejoindre ce mouvement de solidarité, de générosité, d'engagement que constitue la vie associative. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Le service civique, qui connaît aujourd'hui un réel succès, répond aux aspirations de l'engagement de cette jeunesse. Le service civique est un outil résolument moderne pour permettre d'abord aux associations de bénéficier de l'énergie et de la créativité de notre jeunesse, mais aussi pour accompagner et soutenir l'engagement de tous ces jeunes qui veulent s'accomplir à travers un projet. Je veux juste vous dire que nous aurons accueilli cette année 15 000 jeunes en service civique. Nous avons un objectif de 25 000 l'année prochaine. L'horizon étant, en 2014, d'atteindre 10% d'une classe d'âge, c'est-à-dire 75 000 contrats. C'est un acte important pour les jeunes et pour la vie associative. Dans le même esprit, nous avons soutenu, défendu, et je me suis personnellement battu, nous avons gagné, pour faire passer la pré-majorité associative, c'est-à-dire permettre à un jeune de 16 ans aujourd'hui de créer son association. Aujourd'hui, dans un lycée, un jeune peut devenir président d'association. Et c'est très important pour la vitalité de nos tissus associatifs, pour la concrétisation de cet engagement. On a une jeunesse qui est volontaire, qui est engagée. Il faut trouver des lieux d'incarnation de cet engagement. Alors, promouvoir l'engagement, c'est aussi reconnaître les compétences qu'il requiert et qu'il développe. Et là, c'est un peu le ministre de l'Éducation nationale qui s'exprime sur ce sujet. Le bénévolat, c'est formidable, mais lorsqu'il est reconnu, lorsqu'il peut être valorisé dans un parcours, qu'il soit scolaire, universitaire ou professionnel, eh bien, je pense que tout le monde y gagne, le bénévole comme l'ensemble des autres acteurs. Et c'est précisément pour valoriser ces compétences que nous avons créé le portefeuille de compétences génériques. C'est le fruit d'un travail commun et soutenu avec les associations. Je crois qu'il est pleinement adapté aux attentes des acteurs de l'enseignement et du monde de l'emploi, car il va assurer la reconnaissance d'un bénévolat qualifié. Et je me réjouis qu'il ait pu être mis en ligne sur notre nouveau site association.gouv.fr. Et je souhaite qu'à terme, ce portefeuille puisse constituer une véritable plus-value sur un curriculum vitae. Je sais que je parle devant un certain nombre d'employeurs qui sont dans la salle et qui, par leur présence, témoignent de leur engagement au service du monde associatif. Je pense que c'est une piste qu'il faut que nous creusions. Ça me paraît absolument indispensable. De la même manière que nous, à l'Éducation nationale, nous avons décidé de reconnaître l'engagement associatif à travers le livret de compétences de nos élèves. Alors, vous l'avez dit, promouvoir l'engagement dans la vie associative, c'est aussi assurer sa pérennité et donc son renouvellement. Et je crois en la force d'initiative et de proposition que constitue la conférence permanente des coordinations associatives. Je veux également signaler que le nouveau dispositif de fonds pour le développement de la vie associative prend pleinement en compte cette perspective. Il concerne la formation des bénévoles et son décret est en cours de signature. Alors, mesdames et messieurs, je suis aussi venu devant vous parce que le monde associatif est aujourd'hui en pleine mutation. Mutation parce que le monde est en train de changer, parce que la place qui revient au monde associatif est en train de s'élargir et le monde associatif doit se préparer à occuper un espace sans doute encore plus grand
dans notre société. C'est la raison pour laquelle il doit se professionnaliser, c'est la raison pour laquelle il doit améliorer la formation, l'engagement de ceux qui font ce choix de la vie associative. C'est la raison pour laquelle il doit tisser des liens avec le monde de l'entreprise, avec les collectivités territoriales et avec l'État, mais des liens sans doute d'une autre nature que ceux qui ont existé par le passé, et j'y reviendrai. C'est la raison pour laquelle il doit imaginer aussi de nouvelles formes de financement. Je vais naturellement y revenir. Alors, ces évolutions, elles intéressent et elles préoccupent tous les acteurs, à commencer par la conférence permanente des coordinations associatives, Madame la déléguée générale, qui est l'instance représentative de la dynamique associative, qui est le véritable parlement des associations et qui n'a cessé de prôner un dialogue civil permanent et régulier. Ce dialogue, il est pour moi absolument primordial. Et je crois qu'aujourd'hui, au terme de la clarification des compétences, d'une répartition complémentaire des missions, avec la réforme du Conseil national de la vie associative en Haut Conseil de la vie associative, je viens de l'installer il y a quelques jours, qui devient une structure d'expertise, consultable par tous, administration, parlementaires compris, qui sera saisie de tous les projets législatifs et réglementaires. Eh bien, je pense que cette nouvelle instance, le Conseil de la vie associative, va constituer une référence pour un accompagnement, un soutien continu, sans interférence, au service de la vitalité des associations. La vie associative mérite cette expertise. Elle en a besoin. Sa richesse, plus d'1,1 million associations aujourd'hui, vous l'avez rappelé, se nourrit de sa diversité et de sa capacité à irriguer l'ensemble des activités de la vie sociale. Alors le dialogue civil, c'est évidemment le dialogue entre associations et pouvoir public, mais c'est aussi le dialogue que construisent les associations avec la société civile tout entière. Et je voudrais saluer à ce sujet la création du groupe association au Conseil économique et social et environnemental, qui va devenir force de proposition. Pour assurer ce dialogue, nous devons diffuser le message de la vie associative auprès de l'opinion publique. Nous devons donner les moyens aux associations de faire reconnaître à sa juste mesure leur contribution à notre vivre ensemble. Et c'est tout le sens de la charte des engagements réciproques. Issue du rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel de mars dernier sur l'accès aux médias des associations, cette charte va nourrir le dialogue et la synergie entre médias et monde associatif. C'est une chose absolument essentielle. Un comité de suivi va être chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations du CSA et de l'élaboration de cette charte, afin que la diversité des associations soit mieux connue et reconnue dans notre pays, mais surtout mieux mise en valeur, afin que vous puissiez développer vos activités, recruter davantage de bénévoles, trouver de nouvelles sources de financement. Alors venons-en à la question du financement. Vous connaissez, mesdames et messieurs, la situation, et je ne reviendrai pas sur l'actualité, de nos finances publiques. La ressource publique sera dorénavant systématiquement rare. Je dis bien la ressource publique. Le sujet, ce n'est pas le désengagement de l'État. Le sujet, c'est la rareté de la ressource publique. Je suis maire d'une ville chef-lieu de 25 000 habitants. Eh bien, demandez à tous les maires de France comment aujourd'hui ils arrivent à boucler leur budget. La rareté de la ressource publique est un invariant des prochaines années. Nous devons donc faire avec. Eh bien, pour le monde associatif, il est très important de travailler ensemble sur ce qu'on appellerait, Monsieur le Président des Échos, des relais de croissance, des financements alternatifs qui doivent permettre au monde associatif de se pérenniser, de se développer dans la durée. Alors, dans ce contexte budgétaire extrêmement contraint, quelques mots d'actualité. Il se trouve que cet après-midi, je serai à l'Assemblée nationale pour défendre le budget de la jeunesse et de la vie associative. Eh bien, dans l'environnement budgétaire que vous connaissez, alors que l'État réduit son budget, alors que l'État réduit la dépense publique, la dépense courante, eh bien, nous avons décidé, parce que nous considérons que la vie associative est une priorité, surtout dans la crise que nous traversons, nous avons décidé d'abord de soutenir la montée en puissance du service civique que j'évoquais tout à l'heure, qui est un plus pour toute la vie associative.
Nous avons décidé, et c'est un point important au regard de ce qui se passe ailleurs dans d'autres ministères dans le cadre du budget 2012, de maintenir les subventions annuelles et pluriannuelles aux associations qui sont partenaires du ministère. Et nous avons décidé de maintenir au même niveau que l'année dernière les subventions dites de poste FONGEP, puisqu'elles servent sur le terrain, et là aussi c'est l'élu local qui parle devant vous, de levier puissant à la structuration du réseau associatif, du tissu associatif, et en permettant le financement de postes au sein de ces associations. Point très important, nous avons également décidé de reconduire à la même hauteur que l'année dernière le financement de la formation des bénévoles. Vous savez que le Premier ministre s'était engagé il y a 2 ans et demi, dans le cadre de la Conférence nationale de la vie associative, à augmenter de manière significative les moyens pour la formation des bénévoles. Je crois qu'il y avait eu une augmentation à l'époque de l'ordre de 30%. Eh bien, nous avons décidé, malgré les contraintes budgétaires, de maintenir cet engagement. Par ailleurs, le Conseil du développement de la vie associative, en devenant désormais Fonds de développement de la vie associative, intégrera la possibilité de financer des structures locales. Il pourra être abondé par d'autres financeurs publics ou privés, et il assurera une meilleure articulation avec les collectivités territoriales. Je veux ensuite vous dire que pour soutenir la dynamique associative, nous avons rénové notre portail association.gouv.fr avec pour objectif de donner aux acteurs du monde associatif une mine d'informations pour leur permettre d'assurer la promotion de leurs projets, de centraliser un grand nombre de services en ligne, ça va depuis la demande de subvention ou à la création, modification d'une association, en passant par le chèque emploi associatif. Et c'est un site qui est aujourd'hui opérationnel à tous. Mais si je reviens sur la question du financement et du contexte que j'évoquais il y a un instant, nous devons partager une réflexion sur l'évolution du financement de la vie associative. Cette réflexion est nécessaire. L'État ne peut pas tout, il ne doit pas tout pouvoir, et nous ne voulons pas, quelque part, d'une vie associative qui serait exclusivement sous perfusion de l'État. Il n'est pas sain de dépendre uniquement des ressources publiques, et en particulier de celles de l'État, surtout dans le contexte actuel. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde le budget des associations, 12% du budget provient des cotisations des membres, 49% des recettes d'activité propres, 34% des subventions et seulement 5% des dons et du mécénat. Faut-il se contenter de ces seuls 5%? Sincèrement, je ne le crois pas. Je crois d'autant moins que nous disposons, avec la loi du 1er août 2003, d'une des meilleures législations fiscales pour développer le mécénat. Je note que partout dans le monde se développent aujourd'hui des solutions innovantes qui sont autant de compléments ou d'alternatives au financement public. Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives nouvelles, notamment avec le web solidaire, le microfinancement, le don en ligne. On évoquait tout à l'heure l'exemple de l'Inde en la matière. Le mécénat s'ouvre aujourd'hui à tous les domaines, à toutes les possibilités, avec le mécénat de compétences qui peut apporter au monde associatif beaucoup en matière de recherche et de développement. Le champ de vos possibles doit intégrer la perspective stimulante du partenariat entre associations et entreprises. C'est à mon sens un enjeu majeur et nous devons vous aider à y travailler. Le développement des fondations d'entreprise me paraît à ce titre extrêmement positif. Enfin, quant à la question des fonds propres, et plus particulièrement des excédents de gestion réalisés sur des subventions publiques, c'est une question qui a été abordée à plusieurs reprises dans des groupes de travail préparatoires à la conférence de la vie associative, qui a été posée à nouveau dans les groupes de travail de la mission Vercamer. Je crois qu'elle pourra sans doute être traitée par la formation à l'analyse financière, et donc, là encore, par une professionnalisation des pratiques des associations, professionnalisation sur laquelle l'État, comme je vous le disais tout à l'heure, a voulu s'engager. Mesdames et messieurs, notre gouvernement, depuis 2007, a, je crois, montré de la considération pour la vie associative. De façon qualitative, d'abord, en formant des bénévoles,
en mettant des experts au service de l'évolution du monde associatif, de façon innovante ensuite avec l'encouragement à l'engagement par des modalités nouvelles, j'évoquais par exemple le service civique, et puis de façon ouverte et partenariale en incitant le monde associatif à s'ouvrir de nouvelles pistes et à s'engager vers de nouveaux modes de fonctionnement, vers une plus grande efficacité et vers une plus grande autonomie. C'est cela aussi, je pense, la responsabilité que de ne pas s'enfermer dans des schémas traditionnels et convenus, et d'inciter à l'accomplissement de tout son potentiel au service de nos concitoyens. Je suis plus que jamais convaincu de la place grandissante de la vie associative dans notre société. Je forme le vœu que les perspectives imaginées par la Fonda à l'horizon 2020 aillent dans le sens qualifié de révolutionnaire d'une plus grande implication des entreprises et des individus au bénéfice du monde associatif dont les apports sont si importants dans notre société. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Et donc, ceci clôture cette table ronde sur 2020. Merci beaucoup. Ouais. Tu appelles mon assistant.